Vous êtes sur Télé Africa, votre rendez-vous du lundi sportif. Rendez-vous sportif, j'entends. Les As du foot. Le ballon va à nouveau rouler sur les pelouses du Gabon dans le cadre de la reprise du championnat national de football de première division. C'est le 28 janvier prochain que le coup d'envoi de cette reprise sera donc donné pour le bonheur des fans du championnat national gabonais de football de première division. Ce sera la première thématique de notre émission de sport, les As du foot. Dans cette émission, on va également s'interroger sur la problématique ou le problème observé par certains au sein de l'équipe nationale, les Panthères du Gabon, en rapport avec le poste de gardien. Est-ce que ce poste de gardien-là fait honneur à la sélection nationale? Est-ce que les garçons qui aujourd'hui ont la confiance de Patrice Neveu ont cette chance de pouvoir endosser ces différents dossards sur leur numéro et fait partie de la shortlist qui compose donc le poste de gardien souhaité par Patrice Neveu? Évidemment qu'il y a plusieurs interrogations à ce sujet au regard aussi évidemment de cette espèce de mésaventure d'Amonom qui est actuellement le gardien titulaire des Panthères du Gabon en deuxième division dans la République sud-africaine. Et puis on va aussi parler de l'Office national de développement du sport et de la culture. Est-ce que cet organe, est-ce que cette structure technique participe amplement au développement du sport dans notre pays? On va essayer de nous interroger et avoir évidemment les réponses. Il y aura également un regard croisé, lui, sur Amonom. Vous le savez, il est en deuxième division. Est-ce un bon choix pour lui? Il est en deuxième division. Il est le titulaire au poste dans les Panthères de Gabon. Est-ce un bon choix ou un mauvais choix? Et puis il y aura les questions des internautes à nos 4 consultants. Et ils sont autour de la table. Je reçois avec plaisir et bonheur Mermoz Assélé Djoué Dabali. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça faisait un bon moment qu'on ne vous avait pas vu. Bon, on est déjà une belle petite équipe, donc il faut que ça tourne. Et voilà. Donc, selon... il n'y a pas de problème selon les thèmes et puis selon la disponibilité de tout un chacun. Et puis il faut être en forme, c'est ça aussi. Et c'est ça, surtout être en forme. On a un coach qui est très difficile. Il n'est pas là, il est sur les routes du Gabon dans le cadre de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. J'ai nommé l'incontournable Rodrigue Abdoul Bekale. Serge Mougengi, bonsoir. Bonsoir Ange. Comment vous allez? Très bien. Ça a été le week-end? Oui, très bien passé. Vous avez évidemment, comme tous les férus de football, été devant le petit écran. Bien entendu. Pour regarder le football international, la Première Ligue. Il y a eu des chocs de beaux matchs. Effectivement, effectivement. Et puis on apprend aussi, oui, le CHAN aussi. Et puis lors de ces rencontres, on essaye de copier ce qui est bon. Ouais. Évidemment. Il y a aussi sur la table Gaëtan Kouka. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, M. Pambo. Merci d'être là, toujours au rendez-vous. Merci de me faire l'honneur de toujours vous accompagner. Évidemment que vous êtes toujours à côté de celui qu'on peut considérer comme votre binôme, Brice Nengue de Matsorga. Bonsoir, Nila. Que j'appelle toujours affectueusement président. Respect, président. Et dans la rubrique internaute, vous avez une question qui vous est dédiée, pas à Brice Nengue, enfin à Brice Nengue, mais Brice Nengue, pas le consultant des As du foot, mais Brice Nengue, le président des Panternautes. On va essayer d'apporter les éléments de réponse à notre frère qui a besoin d'informations et on est là pour ça. Merci beaucoup à tous les 4 d'être une fois de plus au rendez-vous des As du foot pour que nous parlions de football national. Messieurs, le 28 janvier prochain, ce sera donc la reprise du championnat national de football de première division. Il y a eu tellement d'épilogues, tellement d'encre et de salive ont coulé pour évoquer cette reprise ou pas du championnat national de football de première division. Serge, dites-nous, est-ce qu'on est fin prêt pour regagner les stades homologués par la Fédération gabonaise de football pour la reprise du championnat national de football? Bien, une fois encore de plus, merci. Bon, la question, comme je le dis souvent, on va l'ouvrir un peu parce que répondre d'emblée si effectivement l'organisateur est prêt afin de reprendre les activités, certes, mais il faut comprendre que tout ce qui concourt autour de la programmation aussi devra suivre. J'entends par là les aspects de mutualisation. Au regard, sinon à la lecture des dernières informations, et aussi au sortir de l'entretien qu'a eu le président de l'association des clubs professionnels avec les responsables de la LINAF,
je pense que tous les obstacles ont été plus ou moins levés parce qu'il était question de ramener la majorité des sportifs au même niveau de traitement. Comme vous le savez certainement, pendant que certains avaient 4 mois de salaire payé dans le compte de la saison écoulée, d'autres n'avaient que peut-être 1 mois ou 2 mois. Et c'était de bonne guerre d'ailleurs que le président, que l'association des présidents de clubs ait demandé cette harmonisation. Mais j'aurais quand même souhaité que cette demande vienne du syndicat des footballeurs parce qu'il est quand même temps que les garçons apprennent aussi eux-mêmes à défendre leur cause. Parce que dans ce cas de figure, on a souvent l'impression que les présidents des clubs se lèvent pour des questions parfois personnelles pendant que eux-mêmes, les acteurs principaux, ne montent pas au créneau. Mais apparemment, tout devrait rentrer dans l'ordre. Aussi, il y a eu un club qui n'était pas en possession de la subvention d'équilibre pour le démarrage de la saison qui court, je dirais 2022-2023. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, il y a d'autres éléments qui ont un poids sur la programmation. Je dirais par exemple le cas du transport. Est-ce que tout est réglé? Officiellement, on a des bonnes nouvelles. Mais qu'à cela ne tienne, tout devrait se passer tel que proposé par l'organisateur qui est la LINAF. Brice Dengue de Matswanga, aujourd'hui, on peut estimer que les voyances sont au vert? En théorie, vu de l'extérieur, on a souvent tendance, on peut penser que tout peut être prêt. Sur le cadre des équipes, on peut dire que la préparation a été plus ou moins renforcée parce que les staffs ont quand même eu suffisamment de temps pour cette fois travailler, préparer les organismes des athlètes. Mais sur le plan organisationnel, je n'ai pas vu une annonce qui soit différente de celle que nous avons eue par le passé. Donc on repart sur ce qui a déjà été programmé par le passé, avec son lot d'avantages et son gros lot d'inconvénients. Je pense que pour l'instant, on ne peut pas s'aventurer à répondre par l'affirmative. On va attendre et puis voir ce que ça va donner. Gaëtan Koukan, Brice Dengue parle de lot d'inconvénients. Certains pourraient parler de lot d'inquiétude, certainement. Cette inquiétude devient chronique. Je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas déplacer les problèmes, il faut les régler. Et je voudrais répondre à M. Mungengi directement pour dire non, nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas vrai. Les clubs ne sont pas prêts. Les clubs ne peuvent pas vivre depuis plus de 10 ans sous perfusion. Nous ne sommes pas prêts. Là, vous savez, il y a déjà une dette qui est pendante, qui n'a toujours pas été réglée. Là, le ministère a fait un effort, on peut le lui concéder, d'avoir payé 4 à 6 mois au club. Mais il reste encore plus de 7 mois de compétition. Comment ça va se dérouler? Sachant que c'est le ministère qui prend en charge l'hébergement, la restauration et tout ce qui inclut, que vous appelez mutualisation. Nous ne sommes pas prêts. D'accord? Ayons l'honnêteté de nous le dire, nous ne sommes pas prêts simplement parce que les clubs ne sont pas structurés financièrement pour supporter les charges liées justement, qui incombent justement à leur responsabilité. À partir de ce moment, oui, le ministère va toujours jouer les pompiers, mais à chaque fois que le ministère va dire que je n'ai plus d'eau dans mes réserves, le championnat sera bloqué. Donc on prend les mêmes, on recommence. Donc ça fait 10 ans que les dirigeants gabonais nous servent le même scénario, rien n'évolue et tout le monde considère que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas possible. Mais bon, il y a un ensemble de partenaires évidemment qui entrent en compte dans le cadre de ce championnat de football. Il y a les clubs évidemment, mais il y a également certains partenaires de la Ligue nationale de football. Donc le problème est entier. Alors on essaie de le résoudre par dose homéopathique. Est-ce que c'est adapté au contexte ou il faut arrêter, prendre encore le temps nécessaire pour pouvoir mettre les choses à plat et repartir? Qu'en pensez-vous? Ce que je sais d'abord, c'est que nous faisons ce championnat toujours dans cette même formule avec beaucoup d'inconvénients, comme l'ont si bien dit mes confrères. C'est parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une équipe gabonaise dans les compétitions continentales. On a peur de payer les taxes pour les forfaits, ainsi de suite. Et voilà pourquoi nous faisons à tâtons. Ce que je déplore, c'est qu'on a eu une longue période où il n'y avait pas d'activité avec la Covid, certes, mais qui aurait pu permettre, pendant cette période aussi, de commencer à préparer ceux qui pouvaient
arriver après. On n'a pas eu le temps. On est toujours en train, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure, on est toujours en train que dès que la date qui a été décidée arrive, c'est à peine 1 mois, 2 mois qu'on commence à s'activer pour pouvoir organiser quelque chose, alors que nous avons souvent le temps en amont de pouvoir préparer ce qui arrive après. Il est vrai, l'État, c'est l'État qui fait tout en ce moment. Et l'État ne peut pas aussi tout faire. Il faudra aussi que l'État accepte de pouvoir s'organiser avec ses différents partenaires qui sont autour de ce championnat pour faire les choses, comment on va dire, bien. Nous sommes toujours, comme tout le monde l'a si bien dit là, en train de doser un peu. Là, c'est vrai, les clubs vont repartir. On a fait un effort de payer peut-être 2, 3, 4 mois. Mais comme l'a si bien dit Gaëtan et les autres, il y a des arriérés qui seront là. Il faut aussi tenir compte du salaire de cette saison, qui est encore en plus à payer. Est-ce que l'État est vraiment prêt? On est prêt peut-être pour démarrer, mais est-ce qu'on est prêt pour aller jusqu'au bout de cette aventure sans ombrage? On a eu l'excuse de la Coupe du Monde. Je pense que pendant cette période de 1 mois de Coupe du Monde, des choses auraient pu être faites. Peut-être certaines choses ont été faites, peut-être pas assez. Mais moi ma question c'est, 1, je voudrais voir ce championnat commencer. 2, je voudrais le voir aller jusqu'au bout sans ombrage. Et ce qui n'est pas évident à mon avis. Serge Mouguegui, alors on parle beaucoup des clubs, évidemment les clubs donnent de la voix, par le truchement parfois de l'association des footballeurs, par le truchement de l'association des clubs de première et deuxième division, mais on ne parle pas assez des partenaires qui accompagnent la Ligue nationale de football professionnel dans l'organisation de ce championnat, les prestataires. Vous aviez parlé de mutualisation évidemment des moyens pour permettre une organisation huilée de ce championnat-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ces acteurs-là, ces prestataires, ces partenaires de la LINAF, évidemment, donnent la voix dans quelques jours aussi pour dénoncer un certain nombre de choses, des limites? À mon avis, je pense qu'au regard de tous les dossiers qui ont été présentés, lors de la suspension, tous les cas qui ont été présentés, je pense que les prestataires sont fin prêts. Et nous sommes sans oublier que ces prestataires ont quand même signé des conventions avec la LINAF. Et ces conventions sont bel et bien encadrées. Donc à ce niveau, je pense à mon avis que le problème ne pourrait pas se poser au niveau des prestataires. D'ailleurs, l'objet, ce qui a fait l'objet du renvoi, du report, ce n'était pas tant les prestataires, c'était simplement certaines conditionnalités fixées par les acteurs principaux. Maintenant, rappelez-vous que nous étions l'année dernière en train de jouer sous une phase transitoire. C'est un modèle que nous avons commencé à expérimenter depuis l'année dernière. Certes, les problèmes de décaissement au niveau de l'État ne sont peut-être pas aussi promptes qu'une action sportive. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, cela renvoie aussi à la responsabilité des clubs. Est-ce que lorsque nous sommes amenés à signer une convention, pardon, vous êtes amenés à signer une convention avec l'ANIA, il y a un élan de solidarité derrière une convention. Ça voudrait dire quoi? Qu'il peut arriver que je sois un peu en mal, mais puisque nous avons décidé de faire chemin, ça ne sert à rien de mettre à nu les faiblesses des uns et des autres. Il vaut mieux toujours privilégier la discipline pour laquelle nous sommes investis. Président Ngué. Vous savez, j'ai souvent le sentiment que, à voir les nombreux blocages qu'il y a autour du championnat national, il y a des choses qui ne nous disent pas de façon claire. À chaque début de saison, vous avez toujours les responsables financiers qui vous annoncent que le budget est fin prêt, que cette année, on devrait démarrer sans embâche. Et puis, on a joué quelques journées pour se retrouver à la fin avec des dettes, des partenaires qui ne sont pas payés, des joueurs qui ne sont pas payés, et les clubs qui n'ont jamais l'argent pour faire face à leur propre charge. On a l'impression qui se dégage derrière, c'est que c'est un petit groupuscule, enfin c'est un groupuscule d'amis pour ne pas... C'est un groupuscule d'amis qui se réunit pour pouvoir partager un certain nombre de choses. Et donc ils sont prêts à faire certaines concessions quand il ne faut pas. Et puis décider, par exemple là, on nous a dit que on ne pouvait pas jouer tant qu'on n'avait pas payé. Et puis
du jour au lendemain, on annonce à grande pompe que tout est réglé, on peut aller jouer. Moi, je ne serais pas surpris de voir ceux qui hier, notamment l'association des clubs de première et deuxième division, qui disaient aujourd'hui que tout était réglé, que le ministre avait tout réglé, qu'on pouvait aller jouer tranquillement. Demain, il viendra nous dire non, maintenant on arrête tout parce qu'on n'est toujours pas rentré dans nos fonds. C'est comme un jeu de dupes, mais qui n'arrange pas le football. Alors, Mermoz, il y a quand même, vous l'avez dit, hein, cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête de notre football en rapport avec la participation des clubs gabonais dans les compétitions africaines de clubs, la Coupe de la CAF et la Ligue des champions africaine. Est-ce qu'un nouvel arrêt pourrait être préjudiciable justement à ces clubs-là qui pourraient représenter le Gabon dans ces compétitions? Bien sûr, ça pourrait être préjudiciable. Le problème est qu'on est toujours en train de régler et de rafistoler. Nous voulons certes avoir un représentant toujours en Coupe africaine, mais donnons-nous les moyens, aidons-nous nous-mêmes à faire en sorte que les choses se fassent bien pour qu'il n'y ait pas de problème pour nos représentants africains. Brice Inenge parlait justement de conventions, comme l'a si bien dit aussi de conventions entre les clubs et la LINAF ou le ministère. Je veux bien ces conventions, je veux bien. Le problème est que pourquoi on ne se prépare jamais avant? Il faudrait que, le ministère ou la LINAF ou la fédération qui est parmi les organisateurs, parce que ce sont eux les organisateurs, ont un programme, ont un calendrier qui est bien établi. On sait qu'à partir du mois d'août, mois de juillet, à la fin de la saison, il y aura la période du mercato qui doit s'ouvrir, il y a la période de pré-saison qui doit se faire et nous voulons démarrer le championnat à telle date. Moi, je me dis que tout cela, tout le monde le sait. Mais au moment où il faut le préparer, personne ne fait rien. Et c'est quand nous approchons, je dis justement au début des compétitions, que maintenant les problèmes surgissent. Oh, moi, je n'ai pas encore été payé, moi, je ne suis pas encore prêt. Le ministère, c'est maintenant qu'on commence à chercher l'argent pour ceci ou cela. Et là, c'est là où le bas blesse. On a un problème organisationnel dans notre pays pour toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes sur les as du foot, nous parlons du football, mais dans toutes les disciplines sportives de notre pays, il y a le sempiternel problème. On va dire de l'argent. Moi, je dis qu'il n'y a pas de problème d'argent quand on sait organiser en amont. Monsieur nous n'avons pas un problème d'organisation. Nous avons un problème d'hommes. La loi, elle est faite pour être appliquée. Les textes sont clairs. Ce sont les hommes qui refusent d'appliquer les textes. À partir de ce moment, tout est écrit noir sur blanc. Quand vous parlez de mutualisation, vous voyez, il faut souvent raison garder, essayer de faire passer le bourreau pour la victime. Le ministère, la Ligue nationale de football et les présidents de club sont comptables de cette situation depuis plus de 10 ans. Il faut qu'on se le dise. Nous ne pouvons pas à chaque fois revenir sur les mêmes causes parce que les mêmes effets. À partir de ce moment, comme personne ne contrôle personne, et comme l'a dit M. Inenge, parce que justement, pour des raisons qui sont les leurs, c'est leur patrimoine, ils en font ce qu'ils veulent, ils ne rendent compte à personne, ils se comportent comme ils veulent. On tue, on sacrifie la jeunesse gabonaise à travers justement de tels comportements. Brice Inenge, alors, on est dans une forme de contrat-programme, on va dire, tissé par l'ensemble des partenaires au lendemain des assises, organisées pour mettre en place un écosystème dépoussiéré et favorable à une pratique de football de qualité dans notre pays. L'État s'était engagé au sortir des assises d'accompagner la LINAF dans l'organisation du championnat sur une période de 3 ans. Avec ce qu'on est en train de voir, est-ce que vous pensez que ce délai ne sera pas prolongé? On revient à la même chose. Le groupe d'amis va encore se réunir, décider que nous n'avons pas suffisamment mangé. Il faudra prolonger les délais pour permettre à tout le monde de pouvoir se compenser un peu, gagner quelque chose. Parce que, tel que c'est fait, déjà, l'État ne joue pas bien son rôle. L'État est le principal élément des organisateurs de ces événements-là. Quand l'État ne paye, l'État qui s'engage à dire que nous allons fournir l'argent pour payer les partenaires qui vont travailler autour de la LINAF, et que l'État, à un moment donné, cumule sur une saison entière des dettes vis-à-vis de ces partenaires-là, ça veut dire que l'État n'a pas joué son rôle. Et puis, vous avez en face les autres partenaires, donc les clubs qui se disent, bon, si l'État qui est le patron ne fait rien de bon,
nous aussi derrière, on peut se permettre de tâtonner parce qu'il n'y aura personne pour nous contrôler. Si l'État n'a pas de force sur nous, l'État ne peut rien faire pour nous. Et donc, je trouve que dans 5 ans, on sera encore sur le même débat parce que si vous avez des clubs qui ne sont pas capables aujourd'hui de tenir, ne serait-ce que la première partie de la saison sur leur propre fond, ce n'est pas dans 10 ans que ces clubs organisés tels qu'ils sont aujourd'hui vont pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir avancer. Moi, je me rappelle que déjà même avant les assises, c'était déjà la même règle. Les clubs avaient un cahier de charges bien à respecter, depuis 2012. Voilà, avoir son propre budget d'abord, avant de compter sur la subvention de l'État. Chaque club doit avoir son propre budget. Après, nous sommes passés aux assises pour jouer le professionnalisme, que les clubs devaient avoir un siège, les clubs devaient avoir des comptes, que les clubs devaient avoir même un terrain d'entraînement. Je pose la question, combien de clubs remplissent d'abord, ne fût-ce que leur cahier de charges, pour pouvoir être opérationnel pour commencer ce championnat. On nous parle d'une saison, on nous a parlé de saison de transition, mais je suis désolé, ça fait peut-être 10 ans que nous sommes dans la transition. Gaëtan Kouka, justement, avant d'aller vers Serge Moungengui, pour qu'on parle quand même de ballon. Hein. Le championnat reprend le 28, il faut qu'on parle bien de football quand même. Plutôt que de ces problèmes qui sont très importants. Je vais revenir vers vous, Serge Moungengui, Gaëtan Kouka. Alors, est-ce qu'on s'est trompé de modèle? Est-ce que ces recommandations qui ont été élaborées lors des assises, est-ce que vous pensez qu'on s'est vu trop beau, trop fort? Est-ce qu'il faut les adapter en fonction de notre contexte? Finalement, quelle solution apporter? Monsieur Pambo, vous savez, le dirigeant gabonais est très beau. Il est l'homme le plus beau du monde. Il est l'homme le plus intelligent, il est l'homme le plus fort. Ceci pour dire que nous ne nous sommes peut-être pas trompés de modèle, mais nous sommes trompés de dirigeants. Comprenez? C'est une question d'homme. Vous ne pouvez pas avoir été aux assises et prendre des résolutions et admettre qu'un championnat reprenne sans que les clubs ne respectent ne serait-ce que 50% du cahier de charge. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tout le monde est complice à tous les niveaux. On a dit qu'on jouait pendant 3 mois, que vous appelez championnat, et je persiste, c'est un tournoi, comme disait Mermoz. Pendant 3 mois, on aurait dû régler ces questions pour dire quand nous reprenons, voilà, puisque c'était mentionné au sortir des assises. Les faits sont patents. Pourquoi voulez-vous à chaque fois revenir sur les mêmes? C'est-à-dire que tout le temps nous décrions, à la limite, nous sommes perçus comme des véritables adversaires. Entre-temps, on essaie de poser le problème de manière, si vous voulez, dans le fond et dans la forme. Le football gabonais qui a 15 ans, 20 ans en arrière, qui était le meilleur championnat d'Afrique centrale pendant plus de 15 ans, se retrouve aujourd'hui au ras de pâquerette tout simplement. Et en plus, c'est le championnat le plus cher en Afrique centrale. Mais qui vous livre 2 matchs pour 6 mois et vous arrêtez 2 ans, vous revenez. Comment voulez-vous qu'on évolue? J'ai envie de dire que je suis parfois surpris quand j'entends parler de modèle retenu par les assises. J'ai envie de m'inscrire en faux parce que je ne me souviens pas avoir entendu tout ce qu'on a fait là. Il y avait un modèle de financement qui n'était pas uniquement assis sur le trésor public. Il y avait un modèle de financement qui était prévu. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que tout le monde a fait silence sur ce modèle de financement qui devait rapporter de l'argent, suffisamment d'argent pour non pas seulement financer le football, mais qui devait apporter suffisamment d'argent pour financer les autres sports. Ce modèle a été décidé par les assises, calqué sur des revenus qui étaient bien précis et bien connus. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, le modèle n'est pris que sur l'argent qui doit sortir du trésor public, alors que les sources de financement n'étaient pas celles-là au départ. Il y a une source de financement clairement identifiée par les assises que les autorités doivent pouvoir dévoiler aujourd'hui au grand public, indiquer quelles sont les mesures. Il y avait des comptes bancaires à créer, la gestion de comptes bancaires. Il y avait une entité qui devait naître pour la gestion de ce compte bancaire. L'argent devait être facturé non pas sur le plan local, mais plutôt vers les produits vendus par le Gabon à l'international. Ces choses-là ont été décidées par les assises. Mais on ne les met pas en place, mais on continue à puiser dans les caisses du Trésor qui lui-même a du mal déjà à respirer. Exactement. Où est passé le fameux comité de suivi, monsieur Nengue? Il est dirigé par... il est le comité de suivi. On retrouve à l'intérieur l'association des footballeurs, les associations de footballeurs, la Fédération gabonaise de football, la présidence de la République, la primature, le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui se réunissent tout le temps pour le suivi des recommandations des assises, mais malheureusement, rien ne... D'accord, et pour mettre un terme à cette première partie de l'émission consacrée à la reprise du championnat de football de première division le 28 janvier prochain, Serge Moungengui, vous avez
l'ensemble des affiches donc de ces journées qui vont se disputer, je pense, le 28 et le 29. On doit avoir, je pense, 5 matchs le 28 et 2 le lendemain. C'est bien ça, des rencontres, on ne va pas dire déséquilibrées, mais il y a quand même de beaux matchs. C'est vrai que, bon, pour le cadre de la reprise, en ce qui concerne la 5e journée, en 2-1, il y a 7 matchs de prévus entre le 28 et le 29. Donc 5 le 28, ouais. Voilà. Et la D2 aura 5 matchs aussi pour la journée du 28. Donc au total, 12 matchs sont prévus pour cette reprise. Et en espérant que, toujours, c'est une partie qu'il faudra vraiment bien regarder, sur le plan de l'organisation, avec toutes les informations que nous avons reçues dernièrement pour le championnat de Détroit. Imaginez un seul instant quelle est la tâche ardue qu'a la commission de qualification, y compris la commission médicale de la NINAF, qui est certainement à pied d'œuvre pour éplucher sérieusement, en profondeur, les dossiers en rapport avec les certificats d'aptitude à la pratique. Donc, en espérant que d'ici là, tout sera fin prêt et les garçons regagneront les stades sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme confrontation, comme opposition de belle facture le 28 et le 29 pour ce qui est de la première division? Pour ce qui est de la première division, déjà, samedi 28 janvier, le Vautour Club reçoit le CSB au stade Monédan. Ensuite, le stade Mandji reçoit le Kano 105 à Divungi. Et l'AS Dikaki reçoit Manga Sport à Mbombe. Et l'AOCMS reçoit Lozo à Idriss Ngari. Et Bouengidi reçoit USOM à Tata Migolé. Ça, c'est pour le compte de la journée du 28. Et le dimanche 29, Missile reçoit le CF Mounana à Monédan. Ensuite, l'USB reçoit l'Ambarnais FC à Gaston-Péril. Vous avez constaté comme moi que nous avons 2 équipes de la contrée qui a été dernièrement enclavée par les problèmes de transport qui auront à effectuer le déplacement hors des fameuses zones, c'est-à-dire ceux de Mwanda et Lasville, qui viendront jouer hors de la zone. C'est déjà une très bonne nouvelle pour le trafic. Et ensuite, en ce qui concerne la D2, nous avons en 2-2 le samedi 28, Adouma FC reçoit CF Ogoué, c'est au stade Jean Koumou. Ensuite, USA, Union Sportive Akanda, ex-AFJ, reçoit au Milanzami FC au stade de l'INGES. Et à Mwanda, Akanda ici, reçoit Mwanda au stade Elikonia. Mwanda FC reçoit Akanda FC. Et Ngena Soukou reçoit le stade Migoveyen au stade Mbaya. Et enfin, OYMAC reçoit Panthère Chris Roy de Mouila au stade de Kwakam. Donc voici un peu résumé les confrontations qui auront lieu, qui se tiendront le 28 ou le 29 sur les stades, disons, sur tous les stades retenus pour les compétitions. Alors, Mermoz, quelques affiches intéressantes, c'est la relance du championnat. On repart sur le terrain, évidemment, avec l'ambition de pouvoir se repositionner par rapport au classement. C'est clair. Ça, c'est clair. Vous savez, les sportifs, quand ils sont sur le terrain, dès qu'on est rentré sur le terrain, on a toujours cette envie de jouer, tout le monde veut gagner. C'est la relance du championnat. Il n'y a eu que 4 journées avant la Coupe du Monde. Donc, on va dire un championnat qui n'avait pas encore pris sa vitesse de croisière. Maintenant, il n'y a plus, normalement, de grandes compétitions jusqu'à la fin de ce championnat. On va maintenant essayer de voir si ce championnat va prendre sa vitesse de croisière. Désolé encore d'en parler, mais notre seule crainte, c'est qu'il ne faudrait pas que la machine soit enrayée avec les sempiternels problèmes qui pourraient encore intervenir. On a eu, ça devait être repris depuis le 7, je crois le 7 janvier. Bien sûr. On a eu après, d'abord, les clubs qui se sont plaints pour les soucis que l'on connaît financiers. Et après, on a eu ce problème indépendant, on va dire,
des organisateurs de ce championnat avec ce problème de transport au niveau de notre compagnie de chemin de fer qui a vu son tronçon scindé en deux. On attendait justement, puisque Cetrag aurait parlé de reprendre dans cette période-là, du 20. Maintenant, si tout est rentré dans l'ordre, le 28, tout le monde peut se déplacer, le championnat va reprendre. Notre seule question, c'est est-ce qu'il ira jusqu'au bout, sans ombrage, avec les problèmes qui pourraient encore revenir. Au milieu de tout ça, on aura une trêve obligatoire, enfin, on aura une coupure obligatoire de 10 jours entre le 20 et le 27 mars, pour des raisons de calendrier international, parce que l'équipe nationale rentre, nos équipes rentrent en compétition entre le 20 et le 27. On a 4 matchs à jouer, donc en cette période où il y aura les 4 matchs, évidemment qu'il n'y aura pas de championnat. Donc, ça va rallonger davantage nos Moi, je vais plutôt vous renvoyer à une autre réflexion, donc une autre lecture. Alors, lorsque vous regardez dans l'ensemble, d'accord, et je prends 2019-2020, juste au moment où on arrête pour la Covid, on a fait 2 ans d'arrêt, ça va faire en 3 ou 4 ans, ça va faire en gros un demi-championnat que nous avons joué. Quand vous prenez le fameux play-off, vous faites le fameux tournoi, ensuite ils sont le play-off et les 4 matchs. Donc en 3 ou 4 ans, on a joué une demi-saison. Une demi-saison. Vous savez ce que ça fait dans les organismes sportifs de haut niveau, ça ne produit absolument rien du tout. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs, Gaëtan Koka, c'est de vous demander, alors, après un nouvel arrêt de cette durée-là, dans quelles conditions physiques et psychologiques les garçons vous qui avez été un footballeur de haut niveau? Vous avez beau être mentalement fort, mais à un moment donné, c'est décourageant pour voir qu'il n'y a aucune constance, il n'y a aucune régularité dans l'organisation des championnats. Et du coup, vraiment, pour me répéter, ça tue la motivation, ça tue même l'envie de pouvoir progresser. Bien. Ensuite, c'est même encore plus dangereux parce que vous avez joué un temps, c'est comme un véhicule qui est resté garé, vous arrivez le matin, vous ne faites pas la visite de la connaissance du véhicule, vous démarrez, vous êtes sûr que vous allez péter le moteur. Donc nous allons exactement dans cette configuration-là. Parce que les gens ne... S'il te plaît, en fait, Gaëtan, si je te suis bien, en fait, tu aurais souhaité que le championnat se joue pendant que l'équipe nationale est en compétition. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on choisisse un autre modèle qui aurait permis aux enfants d'être beaucoup plus compétitifs. Sachant que ce championnat-là n'est pas généralement amputé d'un nombre important de joueurs. Notamment pendant la Coupe du Monde, j'ai pas compris. Pendant la Coupe du Monde, il y a des championnats qui sont joués pendant la période de la Coupe du Monde. Ici en Afrique même en Europe, il y a eu des championnats qui se jouaient. Donc nous aussi, on aurait pu poursuivre notre petit bout de chemin en se disant que c'est nous qui avons beaucoup plus à rattraper aujourd'hui. Parce que jouer une saison entière, pour une fois, une saison pleine, sera bien plus bénéfique pour préparer la saison prochaine plutôt que la saison courte. Bien sûr. D'accord, messieurs, on a refermé là le premier tiroir de notre émission, donc c'était consacré à la reprise du championnat le 28 janvier prochain. On va ouvrir le second tiroir, deuxième thématique de l'émission, consacrée évidemment à la vie de l'équipe nationale gabonaise de football, l'équipe nationale, les Panthères. Brice Ndenge parlait de cette reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2024, c'est bien ça, 2024, messieurs. Avec cette question, le poste de gardien au sein de l'équipe nationale, un mal pour la sélection. Il y a un débat autour de cette question de gardien de but des Panthères de Gabon. Messieurs, Serge Mungenge, je me tourne naturellement vers vous. Je dis bien naturellement parce que je pense qu'autour de la table, vous êtes le seul qui avait pratiqué le football de haut niveau au poste de gardien de but. Alors, Monsieur Mungenge, dites-nous, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui? Est-ce que le poste de gardien est une épine dans le pied de Patrice Neveu, le sélectionneur national? Bien, merci. C'est vrai que bon, quand on parle de haut niveau, j'ai bien peur d'emprunter les termes. D'ici là, que je ne sois repris par M. Gaëtan. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau, M. Mungenge. Je pense que le problème encore, il est il est plus grave en fait. Il est plus grave. Pas naturellement à cause d'Amonome. C'est parce que, en fait, après Amonome, j'ai envie de dire qu'il n'y a personne. Parce que lorsque vous regardez les prestations de ce garçon, on peut avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir. Amonome encore, il nous donne des satisfactions dans ses prestations. Maintenant,
là où se pose le problème, c'est que nous souhaitons nous arrimer à ce qui se passe à l'international. Ça voudrait dire que lorsqu'on a un joueur d'un certain niveau, il faudrait bien que vous rentrez dans les standards. Amonome a un problème aujourd'hui, c'est d'entrer dans les standards, c'est-à-dire jouer déjà dans un championnat assez huppé, trouver un club de renom et pouvoir compétir au même titre que toujours. Mais sinon, en valeur intrinsèque, à Amonome, on peut avoir de l'espoir. Mermoz, alors Serge parle d'avoir de l'espoir par rapport à la valeur intrinsèque dont disposerait Amonome. Alors, comment expliquer que malgré cette valeur intrinsèque dont parle Serge Mongengi, il n'a pas pu être titulaire dans son équipe en première division jusqu'à le prêter en deuxième division d'Afrique du Sud? Moi, je veux seulement dire, il a un peu résumé la chose en disant que notre problème, c'est qu'après Amonome, il y a qui? Bon, ça veut dire que pour vous, Amonome, vous, maintenant, vous êtes satisfait des performances. Je dis, après, au regard de ce qui se passe, après Amonome, il y a qui? Non, restons d'abord sur Amonome lui-même, avant de voir ce qu'il y a derrière lui. J'y arrive. Moi, ce que je veux dire par rapport à Amonome, c'est que Amonome, c'est l'arbre qui gâche la forêt. Amonome, c'est une exception dans le foot. Il est, au regard du club où il se trouve, de sa situation, mais ce joueur ne devait même pas être sélectionné dans l'équipe nationale. Voilà un mec qui est là-bas, qui fait 2 ans, il est dans un club en première division d'Afrique du Sud, qui joue pratiquement pas. Et une fois sélectionné, quelle prestation? Mais il vient, je vois, après je dis, c'est une exception. Il vient en équipe nationale, il était remplaçant de Famezu qui, lui, certes, est dans un championnat vraiment très bas, je crois que c'est Finlande, joue à Rodange, un club qui est maintenant descendu en deuxième division, mais qui ne nous a pas peut-être certes satisfait en tant que gardien. Luxembourg, c'est bien ça, non? Au Luxembourg, voilà. Rodange, c'était au Luxembourg, qui est descendu en deuxième division, je tiens à rappeler, qui maintenant Rodange est en deuxième division. Certes titulaire dans ce club, mais qui ne nous a pas donné satisfaction dans l'équipe nationale. Amonome était son club, gardien remplaçant. Voilà un coup de baguette magique du coach après la bourde que l'on connaît du match retour face à la Gambie. Excusez-moi, on nous prend Amonome qui vient, qui fait une assez bonne prestation. Et voilà, c'est Amonome est le numéro 1 de l'équipe nationale. Je veux bien. Mais je dis pour moi, Amonome, si on regarde des saisons qu'il avait, il ne devait même pas être en équipe nationale. Mais c'est là où je reviens sur la question que... Mais derrière, il y a qui? Le problème, ce n'est pas mon homme. Le problème, c'est M. Neveu. Je vous dis pourquoi c'est M. Neveu. Il y a quelques mois en arrière, vous vous souvenez du 2 fameux matchs qui n'avaient aucun enjeu. Nous avons décrié ici, supplié même l'entraîneur de prendre le petit de Manga Sport et sur le stade Manji parce qu'il fallait les voir justement pour prévoir ces cas de figure. Le problème, ce n'est pas mon homme. Parce qu'un joueur peut connaître la forme et la méforme. Donc c'est logique. La méforme, ça peut être il est en championnat, même un championnat UP, mais il peut être dans des dispositions où... Mais Gaëtan Kouka, au regard, mais Gaëtan, s'il vous plaît, au regard justement, Gaëtan Kouka, au regard de l'exigence qu'impose le poste de gardien, vous-même vous avez dit que ces 4 dernières années, on a joué un demi-championnat ou un championnat et demi. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes je veux dire, en accord avec vous-même, quand vous faites le reproche à Neveu de ne pas prendre 2 gardiens qui jouent dans notre championnat, notre demi-championnat. On a l'impression que vous vous contredisez vous-même. Le problème... Je vais répondre à M. Pambo. Vous voyez, M. Pambo, puisque nous n'avons pas de championnat, je pense qu'on a des joueurs qui ont été convoqués pendant cette période à l'équipe nationale. Il y a eu au moins 1 ou 2 joueurs qui ont été convoqués, même 2 qui sont partis à la CAN. Sur quelle base ils ont été pris? On parle de l'exigence, de la particularité, de la spécificité du poste de gardien. La spécificité du poste de gardien. Qui ont pris les mêmes effets pour les 2 qui sont partis à la CAN et qui ont été convoqués justement lors des derniers matchs, auraient pris les mêmes effets pour les gardiens. Puisque c'est dans les mêmes conditions qu'ils ont été sélectionnés. Pourquoi les avoir pris eux
là où il n'y avait même pas d'urgence par rapport au poste de gardien. Je vais reformuler la question à Brice Enengue de Matswanga. Alors, Brice Enengue, aujourd'hui, l'actualité, vous la suivez évidemment footballistique. Vous savez qu'Hugo Lloris, qui est le recordman des sélections en équipe de France, a pris sa retraite, mais il reste le gardien titulaire de Tottenham, l'une des équipes phares de la Première Ligue. Vous savez que dans la foulée de la retraite internationale de Hugo Lloris, Steve Mandanda a pris sa retraite, lui qui est titulaire à Rennes, championnat de Première Division. Voilà, 2 gardiens expérimentés, très bons, qui jouent, un à Tottenham, un autre à Rennes, en Première Division en France, qui ont décidé d'arrêter. Le problème chez nous, c'est notre gestion qui a été catastrophique depuis longtemps. C'est Qu'est-ce tout. qu'on a fait? On a pris Didier Ovono. On a donné les cages de Didier Ovono sans penser à l'après Didier Ovono. Aujourd'hui, on peut s'attaquer à Neveu ou à mon homme aujourd'hui, mais le problème est venu de là. C'est que pendant longtemps, on a fait jouer Didier Ovono tout seul comme propriétaire des cages du Gabon. Avec un seul remplaçant. Avec un seul remplaçant, qu'on savait déjà que quand il y avait problème, quand Ovono n'était pas là, nous tous on paniquait. Tout le monde paniquait parce qu'on se disait Ovono doit rester toujours titulaire. Et donc pendant longtemps, on a oublié la relève. On a eu des jeunes gardiens au Gabon pendant que le championnat se joue encore. On a refusé de les amener en sélection pour qu'ils prennent la bouteille parce qu'on se disait Ovono est encore sur le terrain, il est bon. Et puis l'âge a fait son effet. Ovono est parti. Ovono prend sa retraite aujourd'hui, on se retrouve au Gabon sans gardien. Le problème est venu de là, c'est qu'on se retrouve sans gardien et il a fallu quand même, on ne peut pas aller jouer un match sans gardien. On a pris quelques bonhommes, on a dit, vous êtes, vous travaillez dans le poste, donc venez en sélection. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les 3 qui sont en sélection, parce que quand vous regardez l'équipe nationale du Gabon aujourd'hui, le poste de gardien reste notre principal souci aujourd'hui. Ailleurs, on arrive, dans tous les autres postes, on arrive à renouveler avec les jeunes qui arrivent par-ci, par-là. Mais au poste de gardien, on a du mal à renouveler. Celui qui est titulaire aujourd'hui, qui joue au poste de gardien en équipe nationale, ne joue pas en club. Et pire, vient de trouver un club de division inférieure. Même si on peut dire que c'est l'Afrique du Sud, donc c'est un niveau acceptable. Mais ce n'est toujours pas acceptable d'avoir un gardien titulaire en équipe nationale qui se retrouve dans les profondeurs du classement. C'est la même chose que sans remplaçant, Famezui, Luxembourg, un pays quelconque de football, par côté en matière de classement FIFA, qui a fait une mauvaise saison l'année dernière, quand il n'a pas pris beaucoup de buts, c'est 3. Et qui aujourd'hui se retrouve en division inférieure et même encore très mal classé, donc qui risque de descendre encore en une division en dessous de... En un mot, Famezui ne mérite plus les Panthères de Gabon. Mais les 2 gardiens qui suivent aujourd'hui ne doivent plus venir en équipe nationale, que ce soit Famezui ou Donald. Il ne doit pas revenir en sélection nationale. Serge Moumengue, est-ce que vous pensez que Patrice Neveu aujourd'hui a ce courage-là de prendre cette décision de ne plus convoquer Donald et Famezui en sélection au regard de leur piètre prestation dans leur club? Oui, mais si je peux me mettre à la place du coach Patrice Neveu, je pense qu'il procède par hypothèse. Une fois il a tenté, l'expérience avec Amonome a tenu, d'ici quelques mois, certainement, il devra avoir le courage, comme le souhaite le président ici, de pouvoir essayer un gardien qui prend part au championnat local. Les signaux ne sont pas très nombreux de ce côté, M. Mougengi. Non, c'est l'entraîneur. Oui, il reste souverain. Le sélectionneur. Il reste souverain. C'est le ressentiment qu'a le sélectionneur. Mais après, les choses se préparent. Vous savez l'inquiétude qu'on a aujourd'hui. On a 3 gardiens en équipe nationale. Oui, admettons un jour qu'on se retrouve en difficulté où le titulaire actuel Grave blessure. Ne peut plus tenir. On a évoqué tous ces cas il y a quelques mois. Ça veut dire qu'on se retrouve là avec 2 gardiens de niveau, mais vraiment encore plus en dessin, qui seront dans nos cages. Et si ça n'inquiète personne, c'est qu'on a un problème. Pour la gestion du poste de gardien de but, un peu comme l'a un peu évoqué Brice tout à l'heure, c'est-à-dire on prend il a fait un bon match, il fait 2 bons matchs, bon, c'est lui, c'est comme si on dit maintenant que c'est sa propriété, et on va tout faire maintenant pour lui, pour que lui reste là. On a eu ce problème avec Ovono. Combien de fois Ovono a été décrié quand il y a eu des problèmes de résultats? Ovono, on ne veut plus d'Ovono, mais après c'est le même Ovono qu'on ramenait et tout. On a l'impression donc que ce poste, dès qu'on en a un,
ben, faisons tout pour que celui-là, il reste là, et on a l'impression qu'il n'y en a plus d'autres. Même si il n'y a aucune pression derrière lui. Et moi, je sais seulement Il n'y a aucune pression. Là où, pour Patrice Neveu, là où je peux donner un petit bémol à Patrice Neveu, c'est que c'est vrai qu'il est dans un contexte difficile parce que il ne peut regarder pour l'instant que vers l'extérieur, dès lors qu'ici, il n'y a rien pendant 2 ans. C'est peut-être là son petit bémol. Mais justement, l'après Ovono, l'après maintenant à Monome, les fameux yeux, on ne prépare jamais l'après. On attend toujours le fait accompli. Gaëtan Kouka, en fait, cette situation est la résultante C'est un tout, absence de championnat. Résultante de l'absence de championnat parce que le Gabon a quand même eu une tradition de très bons gardiens de football depuis les années. Vous avez un championnat irrégulier, la preuve. Nous sommes en train de suivre le CHAN, qui est une formidable vitrine pour les joueurs locaux. Le Gabon n'y participe pas. En fait, ça ne gêne personne, ça ne gêne aucun dirigeant. C'est tout à fait normal, vous voyez. Pendant qu'on parle du problème de gardien, on serait aujourd'hui au CHAN, on n'aurait pas eu ce débat parce que les prestations de celui qui sert le CHAN ou des gardiens qui servent le CHAN nous auraient déjà donné une indication. Mais vous voyez que les dirigeants prennent souvent des décisions qui, à la limite, se refait le lendemain. On va, monsieur, le chrono passe tellement vite qu'on va ouvrir le 3e tiroir de notre émission consacrée cette fois-ci à l'Office national de développement du sport et de la culture. Alors, vous le savez, le code d'envoi de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été donné ce lundi avec évidemment le soutien du ministère des Sports et de l'Office, aussi l'Office qui accompagne l'ensemble des fédérations, qui réalise également certains projets, notamment dans la construction des infrastructures et l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Mais il y a que certains estiment que cette structure technique, on ne sait pas toujours comment mesurer son apport dans le processus de développement du sport au Gabon. Vous parlez de l'Office national de développement du sport. Et de la culture. Monsieur Pamboye, nous sommes dans la question des attributions et d'assumer ses responsabilités. L'Office national du développement du sport est un pan technique, au même titre que la fédération, du ministère des Sports. Le ministère du Sport a pour mission première développer les structures et infrastructures pour la pratique du sport. Et ce sont les fédérations qui, justement, sont garantes de, si vous voulez, d'organiser les différents championnats, quelle que soit la compétition, qui profitent de ces structures-là. Or, ici, vous avez un Office national du sport dont on ne sait pas réellement quelles sont les attributions, qui fait tout et rien, qui, à la limite même, a des prérogatives qui dépassent officiellement son rôle. Oui, vous allez me dire que vous êtes associé. Aujourd'hui, regardez, allez dans les établissements primaires et secondaires, et même universitaires. Existe-t-il encore des plateaux de sport? Il n'y en a plus. Allez dans les quartiers. Existe-t-il encore des espaces où les jeunes peuvent jouer? Il n'y en a plus. La mission du ministère est justement de s'assurer de ce qu'il y ait suffisamment de stades, que ce soit pour le foot, pour le basket, pour le tennis, pour l'athlétisme. Et les fédérations sont là justement pour la mise en musique. C'est de ça dont il est question. Serge Monguing, on a quand même vu que l'Office national de développement du sport et de la culture a pu sortir de terre certaines infrastructures pour le développement de sport de proximité. Gaëtan Kouka, si vous ne le saviez pas, vous devez le savoir. Il y a des plateaux dans les PK, il y en a derrière le camp de police. Il y a quand même des infrastructures qui sont sorties de terre. Oui, voilà. Je partage. Non, moi je ne partage pas cet votre office, avis. oui, mais je vous pose plus la question, c'est bon. Serge Monguing, alors, cet office, c'est la fusion de 3 entités qui ont été dissoutes. L'ANAGEIS pour les infrastructures sportives, l'ACNOGEMSENI pour l'organisation du côté événementiel et puis le Fonds national du développement du sport. Est-ce que ça a été mal pensé par l'État que de créer cet office? Bon, c'est vrai que c'est un aspect plus ou moins administratif que nous allons tenter d'aborder parce que au départ, lorsqu'il est mis en place la notion des agences, oui. Je crois que c'était au sortir de certaines difficultés au niveau de l'administration. On avait pensé qu'en mettant en place des agences, ça devrait contourner en fait certaines pesanteurs qui avaient et donner une certaine légèreté dans le traitement des dossiers. Comme vous le savez si bien, il y a certaines agences qui ont été dissoutes au détriment d'autres. Donc, celle qui a été renforcée, par exemple, pour le cadre dont il est question, il est clair que, en ce qui concerne le développement, pour parler du sport, il vaut mieux que nous posions la question de savoir comment cette agence contribue au développement du sport. Je pense que c'est en finançant les fédérations. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, la tutelle disait encore que
toutes les fédérations qui n'auront pas tenu les assemblées, qui n'auront pas justifié les fonds, ne pourront pas bénéficier de subventions. Donc je crois que c'est par ce mécanisme-là que, je crois, l'Office de développement, disons, agit en fait face à sa contribution. Je pense que c'est par ce mécanisme-là. Et maintenant, c'est aux fédérations à qui on donne le mandat d'aller sur le terrain et ligues ou autres, animer les activités. Sur le plan des infrastructures, c'est visible. Il y a la restauration. En fait, pour ma part, je pense que le problème revient à la base encore. À la base. Moi, pour en avoir discuté avec le directeur, en plus, c'est la personne éduquée. Et tout, pour en avoir discuté un peu avec lui, d'abord, le premier problème de cet office, c'est où sont les moyens. Parce qu'il faudrait appeler le directeur de l'Office national de développement du sport et discuter avec lui. Vous allez comprendre que déjà, il y a un gros souci. On demande, voilà, on crée une entité, comme on a créé les agences, on crée une entité. Vous avez bien parlé que c'est l'ANAGEIS, la clandestine et le Fonds du développement du sport. Au départ, le Fonds de développement du sport avait fait quoi? Rien du tout. C'était juste nous payer. Moi, je me rappelle quand on va, par exemple, pour la Tropicale à Missa Bongo, on vous paye vos frais de mission, ainsi de suite, accompagner les organisations de différentes compétitions. Point. Mais pourtant, on parle d'un fonds de développement du sport. Ce même fonds, comment on le fait? Un fonds, c'est-à-dire on doit avoir des ressources qui permettent d'alimenter ce fonds. Quelles sont ces ressources? Moi, j'en peux en avoir parlé avec le directeur de l'Office national de développement du sport. Il dit, il n'y en a pas. C'est lui qui doit se battre pour trouver des fonds. Il doit se battre, lui, pour trouver comment financer ce qu'on lui demande. Il dit, là, on lui remet maintenant tout ce que l'ANAGEIS savait, c'est-à-dire les stades. Les infrastructures sportives. Avec leur rénovation. Il dit, oui, on me les remet, il n'y a pas de problème. Je dois maintenant trouver comment faire pour les rénover, pour leur entretien. Président, voilà aussi un gros souci, c'est-à-dire nous créons une entité, mais est-ce qu'on a mis tout ce qu'il faut pour que cette entité soit opérationnelle? Alors justement, il semblerait que le problème auquel est confronté l'Office national de développement du sport et la culture est l'absence... Sans oublier un problème toujours, ce problème un peu comme pour les fédérations et les ministères, aussi ce problème où il y a empiètement du ministre... Justement parce qu'il y a comme un... faire le travail que lui devrait faire et voilà. Il y a comme une absence de décret d'application, justement, un décret d'application qui devait permettre à l'Office de pouvoir être une entité entièrement autonome, parce que lors de la dissolution des 3 entités dont on a parlé, il y a eu un transfert de compétences normalement et du patrimoine aussi. Et même en ce qui concerne le patrimoine, aujourd'hui, l'ANAGEIS et la CNOGEM-SENI avaient un patrimoine, mais qui n'est pas sous la responsabilité de l'Office aujourd'hui. C'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on a dissous 3 agences pour en créer une, mais qui n'a pas la paternité de la gestion du patrimoine des entités qui ont été dissoutes. Parce que ceux qui décident souvent de la délocalisation de certaines choses ne mesurent pas en fait les tenants, les aboutissants de ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas où il va. Dès que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as comme plan de vie, qu'est-ce que le Gabon veut faire, le Gabon lui-même, qu'est-ce que le Gabon veut faire de son sport. Dès l'instant où le Gabon ne sait pas répondre à cette question, il ne sait pas ce qu'il veut faire de son sport, il ne sait pas ce qu'il veut faire de ses sportifs, après il est difficile de trouver derrière des choses à mettre en place. Après, au petit bonheur, la chance, on va nous construire un terrain de basket dans un quartier non Libreville de ces environs, comme si le sport ne vit qu'à Libreville, ou alors on va aller dans les grandes capitales uniquement pour le faire, parce qu'en général, on n'a pas de plan, on n'a pas de vision. Il faut d'abord avoir une vision sur ce qu'on veut avoir. Combien de licenciés on va avoir dans tel domaine par année? À partir de là, on met en place, si vous voulez avoir 1000 licenciés, vous ne pouvez pas construire un terrain de basket. Enfin, il faut donner à l'Office les moyens qui permettent... Il faut donner à l'Office les moyens qu'il faut. C'est pas aux fédérations. Parce que si on donne à l'Office, c'est un problème. Quand nous parlons de développement du sport, l'Office devra accompagner le développement du sport, certes, mais nos fédérations, nos directions techniques nationales, dans les différentes fédérations. Il nous reste 5 minutes, monsieur, avant de mettre un terme à l'émission. On va donc aller à la prochaine rubrique Regard croisé. Et là, on revient sur Amonome. Ce n'est pas un lynchage, c'est donc le choix éditorial que nous avons fait. Messieurs, alors Amonome est en 2e division. Regard croisé, est-ce un bon ou un mauvais choix?
Oui, je vous disais que non, parce que, comme on l'a évoqué sur ce plateau, sur le gardien titulaire de l'équipe nationale, il y a une question de rythme, et le rythme aussi est lié à la qualité du championnat, au niveau du championnat. À partir de ce moment, je dis c'est plus un handicap pour l'équipe nationale qu'autre chose. Donc, non, c'est tout à fait... on va dire en termes de temps de jeu, ça peut se comprendre, mais en termes de niveau, c'est inacceptable. C'est un mauvais choix pour vous? Oui, c'est un mauvais choix. Serge Monguengui? C'est vrai que malgré les exigences de Gaëtan, il faut comprendre que ce ne sont pas les miennes. L'équipe nationale est amenée à jouer demain, quel est le gardien que vous allez aligner? Amonome. Donc, du coup, Amonome, indépendant du fait qu'il est appelé à jouer une division inférieure, c'est le seul que nous avons en ce moment. Donc, nous devons le sécuriser. Nous devons le sécuriser en créant autour de ce garçon certaines conditions pour l'amener à progresser autour du cadre qui lui est administré en ce moment. Et pour rappel, vous vous rappelez, lors du dernier mondial, le remplaçant, le gardien camerounais Epassi, qui a joué à la place d'Onana, qui a eu à faire une prestation XXL, il sortait d'où? C'est vrai que nous sommes dans une période où tout est scientifique. L'idéal aurait voulu qu'Amonome soit dans les standards internationaux, mais malheureusement, il faudrait faire avec. Et s'il y a match demain, on fera avec Amonome. Brice Inanga de Matswanga, lequel des deux argumentaires vous ont convaincu? Je partage, vous a convaincu? Je partage l'avis de Gaëtan. Je suis celui qui pousse les Panthères à aller vers l'avant, celui qui pousse les Panthères à décrocher le Graal. Et ça me fait toujours mal de voir que nos ambitions sont plutôt tournées vers le bas plutôt que vers le haut. Alors, on va ouvrir la dernière rubrique de notre émission, question internaute. La première est posée par Aboumaga Victor depuis Port-Gentil à Gaëtan Kouka. Il est content que vous puissiez apporter cette question de gardien de but, des Panthères qui reste un grand problème pour notre équipe nationale, vu que ces trois gardiens ne font pas l'affaire selon notre internaute. Est-ce que faire appel à Didier Ovonobo serait une bonne chose, Gaëtan? Bonne chose, bon, au regard du contexte, je ne pense pas. Après, il faut saluer la carrière de Didier Ovonobo, qui a été le gardien depuis la création, que ce soit d'Azingo ou des Panthères, qui a été le plus constant à ce pot. Donc, chapeau aux l'artiste. Et dire que revenir sur Didier, non, nous sommes plutôt dans la logique de la reconstruction. C'est pourquoi nous insistons pour dire qu'il faut plutôt nous orienter ailleurs que de revenir sur Ovonobo. Une question en Mermoz de Gertrude Anguet depuis Mouila. Quel est l'intérêt de Patrice Neveu de faire toujours appel à Donald Nezé et Famezui et de ne pas donner la chance aux gardiens de U23 qui jouent notre championnat? C'est la volonté du coach, même si je comprends sa question et c'est une très belle question. Salutations à toi, Gertrude. Moi, je dirais que, justement, on voudrait voir quelque chose qui se crée, quelque chose de nouveau. Regardez ce qui s'est passé justement avec cette équipe de U23 pour leur double confrontation dernière. On a un gardien qui, lui, a fait une belle prestation alors qu'il est le remplaçant de l'autre dans l'équipe en plein championnat. Pour ces deux gardiens, rappelons ce sont les deux gardiens d'un même club, mais celui qui a fait la grande prestation et qui a été mis titulaire par la vision du coach Saturnin Ibela, qui a estimé que le remplaçant, je le préfère, et qui a fait une belle prestation. Il rappelle toujours Amonome, il rappelle toujours Famezui, il rappelle toujours Donaldze, parce qu'ils ont ce statut d'être des joueurs qui soient, disons, jouent à l'extérieur. Amonome en Afrique du Sud, même s'il ne joue pas. Donaldze à Kinshasa, même s'il ne jouait pas, même s'il vient de changer de club. Et Famezui au Luxembourg. On va dire que c'est leur statut d'expatrié qui leur donne cette chance d'être toujours rappelé par Patrice Neveu, parce que 2 ans sans championnat, Patrice Neveu estime qu'il n'a pas de vision sur le plan national. D'accord. Une question de notre internaute à Brisinenge de Matswanga, Edgar Leyama depuis Koulamoutou. Pourquoi nous avons toujours du mal à voir votre mobilisation, la mobilisation des panternautes lorsqu'il est question d'autres disciplines sportives? Parce que les autres disciplines sportives ne font absolument rien, qu'ils soient sur le plan national. Et nous ne pouvons pas aller supporter un match de championnat, par exemple un tournoi de quartier organisé dans une boulangerie quelque part. On n'ira jamais le supporter. On n'ira jamais. Nous avons fait la CAN de hand. Là, c'est pas du football. Nous avons fait la CAN on a déjà été derrière les sections féminines, les U17, U20. On a toujours été là. Quand le Gabon a organisé la CAN de hand,
Nous, on a été là à tous les matchs jusqu'à notre élimination. Je pense que nous, on est prêt à aller partout, mais il faut que les fédérations de cette discipline-là soient déjà organisées elles-mêmes. Alors, la dernière question de l'internaute à Serge Mungengui. Le championnat reprend le 28. Est-ce que tout est fin prêt? Qui pose encore la question? C'est Étienne Mouketou depuis Mayumba. Monsieur Mouketou, merci déjà pour l'intérêt que vous portez au championnat. Au regard de toutes les informations que nous avions sous le coude, le championnat devrait reprendre normalement le 28 janvier. Alors, avant qu'on ne mette un terme à cette émission, je vais me tourner du côté de Gaëtan Kouka. Vous le savez, mais évidemment, messieurs, que le monde du football gabonais est en deuil avec le décès d'Alain da Costa Suarez, entraîneur emblématique gabonais. Vous avez vu récemment ces condoléances adressées par la CAF et la Fédération internationale de football association, la FIFA. Gaëtan Kouka, vous êtes ancien international, vous aviez été entraîné par Alain da Costa Suarez. Vous êtes réunis aujourd'hui en collectif des anciens d'Azingo National. Des footballeurs. Des footballeurs. Alors, il semblerait qu'il y ait une organisation à votre niveau, c'est ça? Oui, il y a une organisation effectivement qui a été mise en place. Et c'est justement à cet effet que je souhaitais intervenir pour dire qu'en accord avec la famille, vu que le calendrier des obsèques a été arrêté pour le vendredi 27, un chrono horaire nous a été accordé par la famille que nous saluons au passage, notamment par M. Franck da Costa, pour nous permettre justement de rendre les hommages publics de la famille footballistique au coach, aux sélections nationales. Donc à cet effet, nous convions le public sportif gabonais amoureux du football de bien vouloir converger massivement le vendredi 27 à 10h au gymnase à Sélé, 6 à Olomé. Donc le dress code est justement pour ceux qui ont des t-shirts verts qui se prémisent d'un t-shirt vert, ceux qui ont des t-shirts jaunes qui se prémisent d'un t-shirt jaune, et ceux qui ont le bleu portent le bleu justement aux couleurs, ce sont les emblèmes donc justement du drapeau national, et ils seront repartis en fonction de leurs couleurs dans les différentes tribunes pour dire un dernier hommage au coach da Costa qui a rendu tant de service à la nation. Merci beaucoup Gaëtan Kouka pour cette annonce. Merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau des As du foot pour que nous décryptions une fois de plus l'actualité footballistique qui prévaut dans notre pays. Vous aurez rendez-vous avec Rodrigue Bekale lundi prochain. Il est, je vous l'ai dit, en mouvement, toujours comme un ballon de foot.